Dans 2 semaines se tiennent des élections générales en Espagne. C'est les élections les plus importantes du pays puisque c'est celles qui permettent d'élire les députés. Et les députés, c'est eux en Espagne qui élisent le gouvernement. Et en fait, ces élections de base, elles ne devaient pas avoir lieu maintenant, mais c'est le premier ministre socialiste Pedro Sánchez qui a décidé de les faire maintenant. Et donc, comme le Parti socialiste a déjà perdu en mai les élections municipales, il est probable que le Parti socialiste reperde les élections générales qui vont se tenir dans 2 semaines et donc que Pedro Sánchez perde son poste de Premier ministre. À cette occasion, on revient sur ses 5 ans à la tête de l'Espagne. Alors, contexte historique rapidement, en fait l'Espagne c'était une dictature, la dictature de Franco jusqu'à 1975, et en 1975 Franco meurt et donc l'Espagne devient un régime démocratique. Et depuis, on assiste à une alternance entre les partis conservateurs et les partis progressistes qui s'alternent au pouvoir. Et donc de 2011 à 2018, c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir, la droite, mais en 2018, il va y avoir un scandale de corruption au sein du parti, et donc Pedro Sánchez, le chef des socialistes, va alors déposer une motion de censure. Une motion de censure, c'est un texte qui, s'il est voté par une majorité de députés, peut renverser le gouvernement. Et donc Pedro Sánchez va déposer son texte le 30 mai, et dès le 1er juin, le lendemain, le texte va être voté par une majorité de députés de l'Assemblée espagnole, et donc le gouvernement conservateur est renversé. Du coup, Pedro Sánchez devient le chef du gouvernement, le Premier ministre en gros, mais il n'a pas la majorité au Parlement. Du coup, Sánchez il va essayer de faire des manœuvres politiques pour obtenir une majorité plus large, et il va finir par signer une coalition avec 11 autres partis, des partis régionalistes, mais aussi des partis de gauche plus extrêmes que le Parti socialiste. Mais alors, quelles sont ces lois exactement que Sánchez va faire approuver pendant ses 5 ans au pouvoir? Et bien avant de vous expliquer tout ça, je me présente vite fait, je m'appelle Louis Carole, je suis en 3e année à Sciences Po Lille, et avec mon ami Mathieu Maillard qui est également à Sciences Po Lille, on a fondé ce média il y a bientôt 1 an. On est présent sur TikTok, YouTube et Instagram, et on parle de l'actualité européenne tous les jours sur TikTok et Instagram, et 1 ou 2 fois par semaine sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On va d'abord évoquer le bilan économique et social de Pedro Sánchez. Il y a 3 mesures principales à retenir: l'augmentation du SMIC, la création d'un revenu minimum vital et un nouvel impôt sur la fortune. Premièrement, en fait, sous la gouvernance de Pedro Sánchez, le salaire minimum espagnol va augmenter de 344 € au total pour atteindre maintenant les 1260 €. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Sánchez, l'Espagne était un peu en retard par rapport au salaire minimum par rapport aux autres pays européens, et du coup ils ont rattrapé leur retard. Donc ça a permis à l'Espagne de rattraper le léger retard qu'il avait en termes de salaire minimum. Ensuite, pendant le Covid, le gouvernement a aussi créé un revenu minimum vital qui garantit entre 500 et 1000 € pour les foyers les plus précaires. Enfin, pour financer ces mesures sociales, Sánchez a créé un nouvel impôt sur la fortune appelé impôt de solidarité qui concerne les personnes ayant plus de 3 millions € de patrimoine. Maintenant, parlons de son bilan sociétal. Il y a 3 choses à retenir principales: c'est les lois en faveur des personnes transgenres, les lois en faveur des droits des femmes, et les lois concernant la mémoire de l'époque franquiste, c'est-à-dire l'époque du dictateur Franco. Alors concernant les lois autour des transgenres et des LGBT, Sánchez il a déjà permis que les personnes souhaitant changer leur sexe sur leur carte d'identité puissent le faire à partir de 16 ans sans avoir d'avis médical, ni de suivi psychologique, ni d'avis des parents. Et c'est même possible également entre 14 et 16 ans, mais cette fois il faut l'accord des parents. Et alors cette loi elle a créé du débat en Europe, en Espagne, mais également au sein de la gauche espagnole, parce que le Parti socialiste, c'est-à-dire le parti dont est issu Pedro Sánchez, était beaucoup plus opposé au texte que ne l'était le parti Podemos, qui est un parti plutôt de gauche radicale. Et donc au sein du parti Podemos, qui était en faveur de cette loi, il y avait notamment Irene Montero, qui était la ministre de l'égalité de Pedro Sánchez, et qui a entre autres défendu cette loi en disant que l'Espagne avait une dette historique envers les personnes transgenres que cette loi permettait de réparer. Elle a également déclaré que les femmes transgenres, c'est-à-dire les personnes nées hommes mais qui se sentent femmes, sont véritablement des femmes. Par contre, les membres du Parti socialiste, comme je vous le disais, ils étaient plutôt opposés à la loi, et on a notamment Carmen Calvo, qui a été une vice-première ministre de Pedro Sánchez, qui a déclaré que revendiquer le genre comme étant au-dessus du sexe biologique était un recul pour les femmes. Enfin, la droite espagnole, comme la droite européenne, est opposée à cette loi qui lui semble donner des droits à des personnes qui ne sont pas en âge de prendre de telles décisions. Ensuite, je vous le disais, sous Sánchez, il y a eu pas mal de lois en faveur des droits des femmes en Espagne. Il y a eu notamment l'instauration d'un congé menstruel. Un congé menstruel, en fait, c'est un droit pour les femmes qui ont des règles particulièrement douloureuses, reconnues évidemment par un médecin, de prendre des jours de congé en plus par rapport aux autres.
les jours où elles ont justement ces règles douloureuses dans le mois, tout en continuant donc d'être payées. En parlant de congés, l'Espagne a également égalisé les congés parentaux entre le père et la mère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père et la mère, dès qu'ils ont un enfant, ils peuvent tous les deux avoir autant de congés, c'est-à-dire 16 semaines. Alors que dans les autres pays d'Europe, en général, la femme a toujours un congé maternel beaucoup plus long que celui du père. Le gouvernement Sanchez a également permis l'avortement à partir de 16 ans pour les femmes sans l'accord des parents et a accéléré l'éducation sexuelle dans les écoles, ainsi que la distribution de moyens de contraception comme des préservatifs ou de protection menstruelle pour les femmes. Enfin, je vous parlais de la mémoire du dictateur Franco, et ben en fait c'est sous Pedro Sanchez qu'il a été décidé de déterrer Franco pour éviter que des nostalgiques de la période franquiste puissent venir se recueillir sur sa tombe. Et évidemment ça a fait débat puisque par exemple Santiago Abascal, qui est le président du parti de droite radicale Vox, a qualifié cet acte de profanation. Dernière partie, les relations internationales de l'Espagne sous Pedro Sanchez. Bon alors Pedro Sanchez, comme vous pouvez s'y attendre, en alignement avec ses voisins européens, il a affiché un soutien très fort à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, et il a affiché son côté pro-européen. Mais là où il s'est surtout fait connaître, c'est au sujet du Sahara occidental. Alors avant de vous expliquer ce que c'est que cette histoire, il y a deux éléments géographiques qu'il faut savoir. Le Sahara occidental, c'est ça. C'est ce grand territoire situé au sud du Maroc qui était jusqu'en 1975 une colonie espagnole. Et deuxième fait géographique à savoir, ici, c'est Ceuta et Melilla, deux villes espagnoles enclavées sur le territoire africain tout au nord du Maroc. Et en fait, c'est le seul endroit où l'Europe a une frontière terrestre avec l'Afrique. Alors, retournons sur le Sahara occidental. En 1975, quand les Espagnols quittent le Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, ont tous les deux revendiqué ce territoire. Le Front Polisario, en fait, c'est un mouvement indépendantiste qui était contre la colonisation espagnole du Sahara occidental et qui revendique en fait ce territoire. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1991 et le cessez-le-feu, le Maroc contrôle environ 80% du territoire et le Front Polisario en contrôle environ 20%. Alors depuis tout ce temps, l'Espagne était restée neutre sur le sujet et n'avait pas pris la parole, mais en 2021, Brahim Ghali, qui est le chef du Front Polisario, est venu se faire soigner du Covid en Espagne. Et ça a beaucoup énervé le Maroc qui a commencé à mettre une distance avec l'Espagne. Et du coup, vous vous rappelez des deux petites villes espagnoles dont je vous avais parlé au nord du Maroc, Ceuta et Melilla. Et le Maroc, en réaction, a décidé de relâcher ses contrôles aux frontières pendant quelques jours. Et donc ça va permettre l'arrivée de plus de 10 000 migrants marocains sur le territoire espagnol dans ces deux villes en fait. Et donc Sanchez va dénoncer cette action du Maroc qu'il va juger inacceptable, mais pour calmer les tensions, il va aussi se prononcer en faveur du plan du Maroc pour le Sahara occidental. Mais ce soutien au plan du Maroc, par contre, ça n'a pas plu à l'Algérie, qui elle est un soutien du Front Polisario. Et du coup, en conséquence, l'Algérie, elle a rapatrié son ambassadeur algérien en Espagne et elle a suspendu le traité d'amitié qui existait entre l'Espagne et l'Algérie. Si ce bilan politique vous a plu, on a fait la même chose avec Giorgia Meloni en Italie. On a fait le bilan de ses 6 mois à la tête de l'Italie. Et également pour Erdogan en Turquie, on a fait le bilan de Erdogan après 20 ans de pouvoir en Turquie. N'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.